toutes. Merci d'être là donc, pour cette conférence sur John Woo. Alors, je vous préviens, je ne vais pas parler de John Woo sur toute sa carrière. Je vais vraiment me concentrer sur ses années hongkongaises pour différentes raisons que j'expliquerai à la fin. Je vois qu'il y a des personnes d'âge différents, de générations différentes. Euh, Moi, je fais partie d'une génération qui a connu un monde où John Woo n'était pas là et où on avait une approche du cinéma d'action, notamment de tout ce qu'on appelle les fusillades, les gunfights, très particulière. Et puis, il y a John Woo qui est arrivé, il fait vraiment partie de cette très rare poignée de cinéastes qui ont chamboulé totalement la face du cinéma. Il y en a qui l'ont changé, on va dire, esthétiquement, d'autres par thématiquement. Lui, tous les films que vous voyez, les films d'action que vous avez pu voir de la fin des années 90 à maintenant, portent l'empreinte de John Woo. Sans John Woo, il n'y a pas de Luc Besson, il n'y a pas de John Wick, il n'y a pas de Matrix, il n'y a pas de Rodrigo Rodriguez, il n'y a pas de Tarantino. Euh, Sa marque a été tellement forte sur le cinéma mondial que quand on se replonge dans ces films, et vous aurez l'occasion, enfin vous avez déjà eu l'occasion de voir le Syndicat du crime 1 et 2, je crois, sur les jours passés. Ce soir, vous allez voir The Killer et samedi, il y a toute épreuve, donc ne les ratez pas. Mais quand on revoit a posteriori ces films, il est possible, certains vont se dire, ah oui, on a déjà vu ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que non, on n'a jamais vu ça. Quand les films sont sortis, c'était quelque chose qui était tellement novateur que on n'avait même presque pas de mots pour parler de ces films, tellement ils étaient intenses, tellement ils étaient incroyables, tellement ils étaient expérimentaux aussi par certains aspects. Et ça, donc, c'est le travail de John Woo. John Woo, c'est un cinéaste qui est né en. Alors, c'est très. Je vais vous parler un petit peu, donc, il y aura des. Je suis allé un petit peu dans mes archives, trouver des vieilles interviews pour avoir un petit peu quelques phrases de lui aussi, pour parler un petit peu aussi de la réception de John Woo, parce que maintenant, c'est une institution. Et pendant longtemps, ça a été un combat pour le faire reconnaître. On parlait de John Woo, c'était un petit peu. Enfin, personne n'imagine maintenant Steven Spielberg, tout le monde connaît. John Woo, c'est la même chose. Au début des années 90, John Woo, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas reconnu. Et c'est vraiment dans le milieu de la contre-culture, dans le milieu des fanzinas, qui va être reconnu d'abord. Et donc, je parlerai un petit peu de ça aussi, de cette difficile reconnaissance jusqu'à ce moment où il est devenu une espèce de star énorme. Alors, ce qui est assez amusant, c'est sur sa propre vie, pendant très longtemps, il y a des informations très différentes qui sont nées. Notamment, vous plongez dans différents livres, différents articles publiés entre la fin des années 90 et maintenant, vous avez trois dates de naissance. 1946, 1948 et 1952. Bon, c'est assez étonnant. Alors, 1952, je ne sais pas du tout d'où sort cette date, pourquoi elle a été reprise. On le retrouve d'ailleurs sur une biographie qui a été éditée aux États-Unis sur John Woo. Pas la moindre idée de la raison de cette date. Sa véritable date de naissance, c'est 1946, mais 1948 est cité aussi très souvent parce que c'est la date qui figure sur son passeport. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère a en fait trafiqué ses papiers d'identité pour qu'il puisse bénéficier d'un accueil scolaire quand il est arrivé à Hong Kong. En fait, donc sinon il avait 2 ans. Il avait 2 ans de trop, il ne pouvait pas accéder à l'école, donc sa mère l'a un petit peu rajeuni. Donc il n'est pas né en 48, malgré ce que disent ses papiers, il est bien né en 1946. Et il est né en 1946 à Canton, donc dans le sud de la Chine. Et à l'époque, bah, il y a la guerre civile en Chine. Les communistes menés par Mao Tse-tung vont remporter cette guerre civile et ses parents ont une situation, une place dans la société particulière qui fait qu'ils sentent que rester en Chine avec les communistes au pouvoir, ça risque d'être un petit peu dangereux pour eux. Donc ils décident d'émigrer à Hong Kong, comme le font des milliers d'autres Chinois. Et là, pour lui, ça va être une vie extrêmement difficile, une vie de misère, de pauvreté, de violence.
Je vais vous lire ce qui est raconté sur ces premières années. Quelque chose qui est très intéressant parce on pourrait croire que ces années qui ont été formatives, évidemment, comme tout cinéaste, les années d'enfance et d'adolescence sont formatives. Et certains ont eu tendance à dire que, parce qu'il avait été confronté très jeune à beaucoup de violence, il avait développé une fascination pour la violence. En fait, c'est pas du tout ça, je vous expliquerai après. Mais voilà ce qu'il raconte sur ses premières années. Je ne suis pas un homme violent, mais là où j'ai grandi, c'était Moss et j'ai vu beaucoup de choses. On a déménagé à Hong Kong lorsque j'avais 5 ans. Notre famille était extrêmement pauvre et l'endroit où nous vivions était comme l'enfer. Tellement de gangs, tellement de drogue, tant de choses mauvaises. J'ai vu des gens se taillader durant des guerres de gangs, j'ai vu des gens se faire tuer par la police, tués par une avalanche de boue, tués dans une émeute à Hong Kong. Euh, donc à partir de là, certains se sont dit, ah bah voilà, il a exorcisé un petit peu toutes ces années difficiles dans son cinéma. Euh, John Woo n'est pas du tout quelqu'un qui est fasciné par la violence. Il déteste totalement la violence authentique, la violence réelle dans la société. Il n'aime pas non plus les approches réalistes de violence. Et vous voyez justement son cinéma, c'est un cinéma qui est violent, mais qui est presque du domaine de la fantaisie. Il y a un côté un petit peu surréaliste, un côté opératique. Évidemment, on a parlé de Boulette Opéra pour ces films. Et il ne cherche pas du tout à exorciser, je pense, des traumas de jeunesse dans son cinéma. Il cherche plutôt à se rapprocher d'une certaine image héroïque qu'il a vue lorsqu'il était jeune. Donc, très tôt, il développe une passion pour le cinéma. Et Hong Kong, dans les années 50 et 60, est déjà une capitale très importante en Asie pour tout ce qui est cinéma. Non seulement il y a une industrie locale très dynamique, qui rayonne aux quatre coins de l'Asie. Les productions qui sortent à Hong Kong ont tendance à sortir ensuite après en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie. Beaucoup plus rarement au Japon, qui est un petit peu le fer de lance du cinéma asiatique à l'époque. Et Hong Kong accueille aussi beaucoup de productions étrangères. Donc il y a tous les grands westerns américains qui sortent. Il y a aussi des films français. Il va être confronté très tôt à la nouvelle vague. Et un de ces films qui va devenir culte, et ce qui peut sembler étonnant, c'est Les Parapluies de Cherbourg. Et il se prend de fascination en fait pour tout ce cinéma français, pour la culture française aussi. Lui et tout un petit groupe d'amis, certains de ses amis vont pousser encore beaucoup plus loin cette passion en apprenant le français, en se mettant à lire un petit peu les auteurs français. Lui, il va rester vraiment dans un cadre purement cinématographique, mais il développe une véritable passion pour ce cinéma-là. Il découvre aussi donc les films de John Ford, toute l'école américaine, mais aussi il est profondément marqué par ce qui se passe à Hong Kong à l'époque. Et au milieu des années 60, on va dire au début des années 60, le grand genre, les grands genres qui fonctionnent, c'est les mélodrames et les opéras Wengmei, qui sont des espèces d'opéras typiques de la Chine du Sud, on va dire, mais développés pour grand écran. Et ces deux grands genres commencent à perdre de la vitesse sur les écrans hongkongais. Et, et la Shaw Brothers, notamment, qui est l'une des deux grosses compagnies de l'époque, qui est la Cathay et la Shaw Brothers, essaie de trouver un nouveau filon pour pouvoir renflouer leur caisse. Parce que leur mélodrame n'attire plus personne, leurs opéras non plus. Et suite à des discussions internes, et notamment suite à l'influence très importante du cinéma japonais, ils décident de relancer un genre qui n'a cessé de vivoter depuis les années 20, le cinéma wuxia, donc le film de cap et d'épée chinois. Et ça va donner naissance, en fait, il revient sur les écrans au milieu des années 60 avec Temple of the Red Lotus, qui va être le tout premier film du genre. Puis après, il va y avoir les films de King Woo, comme Drink With Me. Ça va donner naissance à ce qu'on appelle le nouveau wuxia. Le nouveau wuxia, donc, c'est une nouvelle approche du film de sabre qui se veut entre guillemets plus réaliste. Alors on voit ces films maintenant, bon, il y a
pas grand-chose de réaliste, hein. Il y a toujours ces scènes au trampoline, il y a toujours des sauts de mesurés. Mais disons que par rapport à ce qui se faisait dans les années 30, 40 et 50, où on était vraiment sur des films de wuxia, où la dimension fantasy était beaucoup plus importante, notamment avec des guerriers qui étaient capables de lancer des lasers, ce genre de choses. Le nouveau Wuxia essaie de se rapprocher d'une dynamique, on va dire, plus terre à terre. Et ça, John Woo, c'est quelque chose qui le marque énormément quand il est jeune. Il se rend compte que dans un genre qui est relativement, enfin, un genre sur lequel il y a déjà eu des centaines de productions qui finissent par se ressembler énormément au fur et à mesure, bah, il est possible d'innover à nouveau. Il est possible un petit peu de faire de revoir le genre, de le redynamiser. C'est quelque chose, ça, qu'il va toujours garder en tête. Lorsque lui, bah, plus tard, va commencer à tourner des films beaucoup plus personnels dans les années 80. Et John Woo, donc, attendez, je perds mes feuilles, que je remette tout dans l'ordre. Voilà. En 69, Woo, il rejoint la KT, donc qui est l'une des deux grosses majors de Hong Kong. Et la KT, très rapidement, est en perte de vitesse. Elle ne réussit pas à faire face à la concurrence de la Shaw Brothers. Donc il quitte rapidement la Shaw Brothers pour passer, il quitte rapidement, pardon, la KT pour passer à la Shaw Brothers, où il va être assistant réalisateur ou second assistant réalisateur, notamment de Chang-Chi, qui est alors le grand réalisateur maison en termes de wuxia, de films d'action. Et c'est une rencontre bah, qui me marque énormément. Déjà parce qu'il apprécie ce cinéma, il apprécie toute cette nouvelle vague de nouveaux wuxia, et pouvoir travailler comme ça avec un des grands maîtres du genre, c'est quelque chose qui va profondément le marquer et qui va le suivre à partir de là tout le reste de sa vie et de sa carrière. Et vous allez voir, enfin, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Le travail de John Woo a toujours été un incessant aller-retour entre ce qu'il a vu, ce qu'il a fait lorsqu'il était adolescent ou lorsqu'il était tout jeune homme, et une volonté de se couler dans un moule beaucoup plus moderne. Voilà, il est vraiment, ça fait un petit peu bateau, mais il est en permanence entre tradition et modernité. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour comprendre son cinéma. Parce qu'on a beaucoup dit à un moment que c'était quelque chose qui sortait un petit peu de nulle part, mais en fait, il y a toute une histoire derrière son cinéma et qu'il faut vraiment faire remonter à ces années 60. Donc il travaille notamment sur un film qui s'appelle Boxer from Shantung de Shang-Chi, qui fait partie de ses grandes œuvres, où il est second assistant réalisateur. Et Shang-Chi le marque en termes esthétiques. Shang-Chi, c'est un grand amateur de l'arrêt sur l'image, du ralenti, donc quelque chose que John Woo va beaucoup utiliser par la suite, mais aussi en termes de comportement sur les sets. Shang-Chi, c'est quelqu'un qui s'énerve, enfin, d'après tout ce qu'on a pu lire, qui s'énerve relativement peu, qui dort beaucoup aussi sur les tournages, paraît-il. Ça, John Woo, il va pas garder cette influence-là, mais il va garder le côté très bonhomme, très homme de famille qu'avait Shang-Chi, qui travaillait généralement toujours avec les mêmes équipes, les mêmes acteurs. Et c'est quelque chose que John Woo va essayer de développer lui-même aussi par la suite. Il va toujours essayer de rester un réalisateur qui ne s'énerve pas. Et effectivement, tous les échos qu'on a eus de ces tournages, c'est quelqu'un qui reste relativement calme, même si lui a dit que ça lui est arrivé quelquefois de piquer quelques gueulantes, mais généralement c'était plutôt avec soit des grandes stars ou soit avec des producteurs, mais en tout cas avec l'équipe technique et la majorité de ces acteurs, ils cherchent toujours à être beaucoup plus dans le dialogue, en tout cas, que la confrontation. C'est quelque chose qui n'intéresse pas et c'est quelque chose qui tient directement de Shang-Chi. En 74, il tourne son premier film qui s'appelle Young Dragons, qu'il scénarise et que chorégraphie un certain Jackie Chan, alors qui n'est pas du tout la star qu'on connaît à l'époque, et un jeune un petit peu à tout faire du cinéma hongkongais, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore de terme officiel, il n'y a pas de reconnaissance officielle pour ceux qui sont chorégraphes martiaux, pour les cascadeurs. Souvent, ils ne sont même pas crédités à l'écran. Et bah, il avait une anecdote dessus parce que Jackie Chan a failli mourir sur le tournage du film. Alors vous me direz, sur quel film Jackie Chan n'a pas failli mourir? Oui, c'est vrai qu'il a failli mourir sur des dizaines et des dizaines de films,
Mais là, c'est l'un des premiers témoignages, en tout cas l'un des premiers films sur lequel apparemment il a vraiment failli laisser la peau. Il était chorégraphe et il était aussi donc cascadeur sur le film. Et il y a une scène à un moment où il se prend un coup de pied. Et classiquement, dans le cinéma de Hong Kong, pour donner plus d'importance au coup, on met des cordes autour des personnages, des acteurs, pardon, qu'un groupe de techniciens tire fortement afin de donner une impression d'éjection et de puissance extraordinaire du kick. Et le problème, c'est qu'ils font une première prise, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, et John Woo n'obtient toujours pas le résultat qu'il veut. Jackie Chan commence à être très fatigué, parce que c'est quand même éprouvant. Imaginez, vous avez une corde autour de vous et vous avez 7 techniciens qui vous tirent violemment, vous faites quand même un saut plané, c'est assez rude. À l'époque, il n'y avait pas de matelas pour accueillir. Et la septième prise est la bonne. Le problème, c'est que Jackie Chan vient s'éclater la tête sur une pierre. Et est-ce que j'ai plus la phrase exacte qu'il avait, mais en fait, ce qui se passe, c'est il s'ouvre le crâne, il tombe dans les pommes. Toute l'équipe est en panique. Il reste inconscient pendant, je nous disais, entre 30 secondes et 1 minute, ce qui est quand même quand on voit quelqu'un inconscient au sol comme ça, dont le crâne ne cesse de saigner, c'est assez inquiétant. Et il dit, il paraît que l'équipe commence à pleurer, certaines personnes dans l'équipe commencent à pleurer en disant mais il est mort, enfin bon, un drame sur place. Finalement, Jackie Chan se relève et ne sait absolument pas où il est. Il reconnaît pas les gens, il sait pas ce qu'il fait là. Donc gros moment de panique. Voilà, c'était un des premiers exploits de Jackie Chan. Bon après, il en a fait des dizaines de fois, hein. Ça, des passages à l'hôpital. Je pense que vous pouvez trouver sur internet, il doit même y avoir un best-of de ces accidents, mais celui-là était quand même assez épicé. The Young Dragon, c'est un film martial assez classique, on va dire, qui reprend les grands thèmes déjà de chevalerie, d'honneur, de loyauté, qui tiennent à cœur à John Woo. C'est un film qui fonctionne plutôt bien, mais qui ne marque pas non plus les esprits à l'époque. Et en 78, il va faire un film là beaucoup plus personnel qui s'appelle Last Hurrah for Chivalry. Et il disait, j'ai tourné ce film en hommage à Shang-Chi. Et le problème, c'est que le film arrive en 78, et en 78, les films de wuxia, les films de sabre et d'épée, bah, ça fonctionne plus du tout. Il a presque une décennie de retard par rapport au genre. Ce qui fonctionne, bah, c'est depuis quelques années, c'est les films de kung-fu lancés notamment par Bruce Lee. Des films qui sont quand même beaucoup plus durs, on va dire beaucoup plus virils aussi, généralement qui se situent dans un environnement moderne. Et lui, son film, bah, c'est un véritable anachronisme à l'époque. C'est-à-dire le public ne va plus voir des films en costume, ne va pas voir des gens qui se battent à l'épée. Et c'est quelque chose qui va revenir un petit peu tout le temps dans sa carrière, c'est qu'il a tout le temps un décalage par rapport aux attentes du public, par rapport à ce que lui cherche à proposer, par rapport à ce qu'il aimerait mettre en scène, et les résultats aussi du box-office. Le film, c'est un flop complet. Euh, mais c'est un film qui le marque beaucoup et il va garder de nombreux éléments de ce film-là pour Le syndicat du crime et The Killer. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment une œuvre charnière dans son travail. Euh, John Woo disait, lorsque vous regardez Le syndicat du crime, le personnage de Chow Yun-fat est le même que celui du chevalier errant de l'Astora for Chivalry. Et c'est vrai qu'effectivement, quand on l'a découvert, on l'a découvert très tardivement ce film parce qu'ils étaient difficiles d'accès au début des années 90, même milieu des années 90. Donc on les a découverts, je pense que ça devait être la grosse fin des années 90. C'était étonnant de voir ce film de la fin des années 70 à Hong Kong parce qu'il était totalement isolé. Ça ne ressemblait à rien de ce qui se faisait à l'époque, de ce qui fonctionnait à l'époque. Et on comprend pourquoi ça ne fonctionne pas. À partir de là, John Woo se retrouve dans des positions un petit peu compliquées. Il va tourner pas mal de comédies, non pas parce que c'est particulièrement un amateur du genre, mais parce qu'il n'a pas les moyens de
tourner les films qu'il veut. Il trouve pas de producteurs qui le soutiennent. Il trouve pas non plus le bon moment, lui, peut-être pour investir là-dedans. Et en 80, il va y comme. Alors, je vais pas vous parler de tous ces films parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont mineurs, notamment ces comédies. Moi, je raffole des comédies hongkongaises. Je veux dire, même en choisissant les 400 meilleures comédies hongkongaises, je crois que je mettrais même pas un seul film de John Woo dedans. Donc ils sont... Allez, allez, il y a limite, il y a Plain Jane to the Rescue avec Joséphine Xiao de la fin des années 70 qui est intéressant pour un aspect, c'est parce que c'est peut-être l'un de ses premiers films où il commence à évoquer la rétrocession, qui va être un sujet phare de son travail, la rétrocession. Donc c'est le retour de Hong Kong à la Chine en 1997. Et au début des années 80, il y a comment, des contrats, non, c'est pas des contrats, c'est des nouveaux papiers qui doivent être signés entre l'Angleterre et la Chine vis-à-vis du retour de Hong Kong. Et tout d'un coup, la population hongkongaise se rend compte que la vie qu'il menait jusqu'à présent, qui était certes celle d'une colonie, risquait peut-être de changer radicalement avec l'arrivée de la Chine. Et c'est un sujet qui commence à envahir son cinéma dans Plunging to the Rescue, pardon. Il y a une scène où les personnages se retrouvent coincés en fait dans un tunnel. Et donc c'est une comédie, hein, c'est vraiment quelque chose d'assez léger. Et pour lui, cette scène en fait représentait la population hongkongaise qui était bloquée dans un lieu et qui était obligée d'attendre une solution de secours ou pas. Et il disait que c'était vraiment son premier film sur lequel il évoquait la rétrocession, même si à l'époque, bon, c'est passé totalement inaperçu. Mais il tourne un film intéressant en 1981 qui s'appelle Hero Shed No Tears. Euh, c'est un film. Alors, le film qu'on voit maintenant, c'est un film raté. Mais si vous pouvez mettre de côté que le film est raté et comprendre les intentions de John Woo, vous voyez que c'est un film très intéressant. C'est un film de guerre, extrêmement nihiliste, extrêmement noir. Ce qu'il en reste maintenant, en fait, le film, les producteurs n'ont pas du tout aimé ce qu'avait fait John Woo, qui avait fait quelque chose qui était très mélodramatique, qui était un film probablement assez proche d'une balle dans la tête. Un film très sombre, qui n'était pas porté que par l'action. Et les producteurs n'ont pas aimé ce qu'il avait fait, justement, peut-être le côté trop mélodramatique du film, et ils décident de charcuter amplement dedans, donc ils coupent quasiment tous les dialogues du film, notamment le héros principal, je crois qu'il lui reste plus que 2 dialogues dans tout le film, quelque chose d'hallucinant. On a l'impression en fait que c'est un espèce de demeureux, et puis qu'il parle jamais dans le film, on comprend pas pourquoi. En fait, c'est parce qu'ils ont tout coupé. Il rajoute aussi des scènes érotiques. Alors là, tout à fait le genre de choses que John Woo ne veut pas du tout aborder. Il est assez, on va dire, il est assez prude sur ce sujet-là. Mais c'est vraiment un film très intéressant parce qu'on retrouve une sorte de désespoir dedans, un nihilisme et une violence qui préfigurent vraiment les films qui vont arriver plus tard. Alors maintenant, je vous conseille de voir si vous aimez John Woo, si vous aimez les films qui sont présentés, là, notamment durant le festival, regardez-le. Mais dites-vous bien que voilà, il manque une très grosse partie du film et il faut essayer de refaire un petit peu le pulse dans sa tête de ce que pouvait être le film à la base. D'accord? C'est quelque chose d'assez particulier. Euh, Il va faire plusieurs rencontres dans les années 80. Il va rencontrer un petit peu les gens de la nouvelle vague, enfin ce qu'on a appelé la nouvelle vague hongkongaise, ce que beaucoup de personnes qui sont affiliées à la nouvelle vague hongkongaise refusent de reconnaître comme terme parce qu'il est trop connoté nouvelle vague française, alors que c'est quelque chose de très particulier. On va dire plutôt qu'il y a un nouveau sang qui arrive à Hong Kong entre le milieu des années 70 et le milieu des années 80. Des réalisateurs et réalisatrices qui ont été souvent formés à l'étranger, qui ont fait leur classe à la télé, à une époque où la télé hongkongaise laissait énormément de liberté pour pouvoir traiter un petit peu de sujets qui étaient trop touchy pour le cinéma, notamment beaucoup d'histoires sociales et politiques qui pouvaient être traitées notamment dans des séries télé comme CID,
qui étaient des polars en fait, mais qui permettaient à de nombreux réalisateurs comme Alan Fong, comme Hanoï et d'autres de parler de la société hongkongaise. Et John Woo, étonnamment, il aurait pu être assez proche de toute cette vague-là, parce qu'en termes de dynamique, en termes de références cinématographiques, il a beaucoup plus à voir avec ces cinéastes-là que ceux qui travaillent un petit peu dans le mainstream, dans le plus gros de la vague de la production hongkongaise. Et pourtant, il va continuer à essayer de travailler un petit peu avec les majors, ou en tout cas les grands studios, mais ça lui réussit pas bien. Ses films, il enchaîne pas mal d'échecs, ce qui est très difficile pour lui. Et heureusement, il va faire une rencontre, il va rencontrer Choi Ark, donc qui est, bon, vous savez qui est Choi Ark, donc vraiment un des plus grands, je sais pas, réformateurs, on va dire, du cinéma hongkongais, quelqu'un qui a apporté un souffle nouveau en termes de réalisation, de production incroyable. C'est lui qui a produit Histoire de fantômes chinois, The Lovers, enfin quelqu'un qui est vraiment, qui apporte un nouveau souffle, qui soutient aussi beaucoup de réalisateurs indépendants qui ont des projets qui sont un petit peu hors normes. Et il rencontre donc Choi Ark et je suis désolé, j'ai pas retrouvé cette interview de John Woo, mais je m'en souviens très bien parce qu'elle m'avait marqué. John Woo est quelqu'un d'assez lyrique. Et il racontait donc cette première rencontre avec Choi Ark. Il disait on était tous les deux sur le port de Hong Kong, le soleil commençait à se coucher. Et nous avons commencé à parler de cinéma, nous avions les mêmes goûts. Et alors que le soleil finissait par plonger dans les eaux du port, Choi Ark m'a proposé de faire un film. Enfin, quelque chose, c'est... À chaque fois, il y a quelque chose de très romantique chez John Woo, même quand il raconte sa propre vie. Donc, est-ce que ça s'est vraiment passé? Ça s'est peut-être vraiment passé comme ça, je ne sais pas, j'y étais pas. Mais en tout cas, grâce à Choi Ark, il va pouvoir faire le syndicat du crime. Et le syndicat du crime, c'est... Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu lorsque... Oui, bon. C'est toujours difficile de parler de films comme ça. C'est un film qui est tellement incroyable. Ouais, c'est un grand film. Bon. Et ce qui est intéressant sur le syndicat du crime, c'est qu'il reprend beaucoup de figures, notamment de sa propre œuvre. Hein. Comme je disais, il y a des éléments de Last Hurrah for Cavalry qui sont dedans, mais il reprend aussi un acteur qui s'appelle T. Leung dans le film. T. Leung était le grand héros des productions de Chang Cheh dans les années 60 et 70. C'était lui qui était toujours le héros impeccable. Et à nouveau, il y a toujours ce lien, cette connexion avec le passé, avec les œuvres de son mentor, Shang-Chi. Donc là, il prend T-Leung, mais le rôle principal, c'est Chow Yun-Fat. Et Chow Yun-Fat, c'est vrai qu'il explose totalement avec ce film. Chow Yun-Fat, il est éblouissant. Et là, alors c'est une interview assez longue, mais je vais vous la lire en entier pour que vous compreniez à quel point Chow Yun-Fat est quelqu'un d'important pour John Woo. C'est son premier travail avec lui, ils vont continuer à œuvrer sur beaucoup de films. Et voilà ce que dit John Woo. Lorsque j'ai commencé à travailler sur le film, donc le syndicat du crime, en 1985, je voulais faire un grand film de gangster avec un acteur comme Humphrey Bogart. Lorsque j'étais jeune, mes idoles étaient Clint Eastwood, Steve McQueen, Alain Delon et Ken Takakura, donc grand acteur japonais spécialisé dans les films de Yakuza notamment. J'avais besoin d'un gars comme ça, dur mais très émotionnel. Je n'avais pas vu ces films, mais j'avais lu que Chow Yun-Fat s'occupait d'orphelins, que c'était un homme avec un grand cœur. Et aussitôt que je l'ai casté, j'ai réalisé qu'il était l'image de mes idoles. Il ressemble un peu à Alain Delon. Quand il tient un flingue, il ressemble beaucoup à Clint Eastwood. Lorsqu'il ne parle pas, son visage est comme celui de Steve McQueen. Et lorsqu'il met des lunettes de soleil, il est le sosie de Ken Takakura. Je voulais être un acteur, mais j'étais petit et je ne pouvais pas bien parler. Avant, un acteur devait être grand et magnifique, et je ne l'étais pas. Alors, lorsque j'ai vu Chow Yun-Fat, j'ai pensé qu'il pouvait me représenter et accomplir mes rêves. Et nous avons beaucoup de choses en commun. Avant que je fasse le syndicat du crime, je ne réussissais à rien depuis quelques années et j'étais démoralisé. Les gens disaient même John devrait prendre sa retraite, ce qui me faisait vraiment mal. Chow Yun-Fat avait aussi eu des échecs et s'était fait un nom comme un poison au box-office.
Alors, les deux échecs que nous étions se sont réunis pour le syndicat du crime. Il parle vachement bien, John Woo, quoi. Il a toujours le côté un petit peu. Euh, c'est. Tout comme Chang-Chi avait trouvé en David Chiang et en Chi-Lung un petit peu ses héros, ses alter ego, et ben John Woo il va trouver avec Chow Yun-Fat vraiment l'acteur par lequel il peut faire passer toutes les émotions qu'il veut, par lequel il va réussir à faire tous les films qu'il veut. Et le syndicat du crime, pardon, est un énorme succès à l'époque. C'est le plus gros succès du box-office hongkongais. Ce qui est très étonnant même parce que justement, et c'était vrai, il n'y avait pas une cabale contre John Woo, mais en tout cas il était perçu comme une sorte de has-been. Mais c'est aussi qu'on ne lui donnait pas les moyens de faire les films qu'il voulait. Il avait travaillé notamment 2 fois, il a fait des films à Taïwan dans des conditions assez compliquées aussi en termes de censure. Il en était revenu aussi extrêmement frustré. Donc le syndicat du crime, pour lui, c'est une véritable renaissance. Même s'il va être un petit peu plus tard un peu plus critique par rapport au film, parce que il va considérer que le film est trop grand public. Alors c'est vrai, la notion de grand public est très différente entre Hong Kong et ici, hein. C'est vrai que, je sais pas, quand on le voit maintenant, on a du mal à imaginer que ça c'est du cinéma grand public. Mais pour lui, à Hong Kong, à l'époque, en tout cas, il dit que bon, peut-être il a fait face à certaines facilités pour permettre à son film de réussir. En tout cas, le public le suit totalement. Le film connaît une importante carrière internationale en Asie. Il sort en Thaïlande, il sort à Singapour. Par contre, sortie d'Asie, c'est le silence complet. Il n'y a pas, alors j'ai essayé de trouver hein, depuis des années, mais il n'y a pas un critique en Occident qui parle de ce film. Bon, déjà, il faut savoir que le cinéma hongkongais, milieu des années 80, c'est un genre pour toute la critique occidentale, mais on va dire pour la critique francophone en tout cas, qui est un genre un petit peu dangereux. Voilà, c'est un cinéma d'égout. Ok. Donc on s'y intéresse un petit peu parce que des fois il y a quelques figures, notamment quelques figures de la nouvelle vague qui font un petit peu des étincelles, qui sont invitées à certains festivals. Mais le plus gros de la production, qui comprend donc des comédies, des films d'action, des polars, c'est quelque chose qui n'intéresse absolument pas la critique. Donc tout le monde passe à côté à l'époque en Occident. Il n'y a pas une seule, même pas une petite remarque quelque part. Je crois que le film n'est même pas diffusé au marché du film à Cannes. Et c'est un film, il va falloir vraiment attendre longtemps pour pouvoir le voir. Euh, il va y avoir une suite de ce film qui s'appelle tout simplement Le Syndicat du Crime 2, qui est un film qui est porté plus par son producteur que par John Woo. C'est Choyark qui veut vraiment. Bah, Choyark, c'est quelqu'un aussi qui est un génie du cinéma, mais qui est aussi producteur, donc qui a des idées très terre à terre par rapport à ce que doit être le cinéma. Le cinéma, c'est une industrie, un film remporte de l'argent. On va pas laisser tomber un aussi beau filon. Donc le syndicat du crime 1 a fonctionné, on va faire un 2. Problème, bon là je suis désolé, je vais vous faire un gros spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais je suis obligé. Problème, le héros principal il est mort. Donc comment on fait une suite à ça? Eh ben on trouve une astuce, le héros principal avait un frère jumeau. Et voilà comment Chow Yun-Fat revient dans le film. Donc le film va beaucoup plus loin, là c'est la surenchère en termes de violence, en termes de sang, c'est un niveau au-dessus, c'est sacrément jouissif. Et ça permet aussi un petit peu à Jonou de remettre certaines choses en place parce il est assez choqué de l'impact qu'a le syndicat du crime à l'époque à Hong Kong. Pour lui, il cherche pas du tout à donner une image positive des triades, des gangsters, des mafieux. Il cherche à développer des thèmes de loyauté, d'honneur, de fraternité, qui sont des thèmes qui sont très importants pour lui. Et il est étonné de voir que bah, les triades vont utiliser un petit peu son film, Le Syndicat du Crime, pour recruter auprès de la jeunesse. Et apparemment, ça fonctionne vraiment. Donc avec Le Syndicat du Crime 2, il va se faire un peu plus ostentatoire dans ses prises de position, dans la façon de décrire le bien et le mal.
et se situait beaucoup plus du côté du bien, alors qu'il y avait un peu plus d'ambiguïté dans le syndicat du crime 1. Euh, c'est un film aussi qui va donner naissance à un début de conflit avec Choyark. Il commence déjà à ne plus être vraiment sur les mêmes longueurs d'onde en termes de direction que doivent prendre les films que doit faire John Woo, que doit prendre la série aussi, parce qu'il est question très rapidement, le Cinquième du Crime 2 fonctionne très bien, donc il est question d'en faire un troisième. Et là, ça va être le film du grand conflit, en fait. C'est Choyard qui va faire le syndicat du film. J'arrête pas le syndicat du film, je sais pas pourquoi. Le syndicat du crime 3. Et John Woo, lui, il fera Une balle dans la tête, qui sont deux films à mettre en parallèle, mais je vais y venir après ça, parce que en 89, John Woo tourne ce qui est son film le plus personnel, le plus authentique, le plus sincère dans ses intentions, dans ce qu'il cherche à faire passer, c'est The Killer, que vous allez pouvoir voir tout à l'heure. Et je vous conseille de. Enfin, même si vous avez une réunion familiale, là, il faut rester parce que pouvoir le voir sur grand écran, c'est vraiment une très rare chance. Il n'a plus le soutien financier de Choyark pour The Killer. Il travaille toujours avec Film Workshop, donc, qui est la compagnie de Choyark. Mais Choyark commence à en avoir marre de lui, il essaye de le virer. Mais d'autres personnes dans la boîte, parce qu'il n'est pas seul maître à bord, Choyark disent non, non, on ne peut pas virer de genou, il a quand même rapporté beaucoup d'argent, puis c'est quelqu'un avec qui on a des bons rapports, donc on le garde quand même à bord. Mais Choyark ne veut pas financer son prochain film. Donc il va passer en fait par Chow Yun-fat, qui est sous contrat avec une grosse compagnie, et Danny Lee, qui est un autre acteur très connu à l'époque, qui est sous contrat avec une autre grosse compagnie, pour que ces deux compagnies en question viennent financer son propre film. À partir du moment qu'il y a ce gros soutien-là, Choyark va finalement accepter de mettre un petit peu d'argent dans le film, et c'est comme ça que The Killer va pouvoir sortir. C'est un film qui prend plus de temps de tournage, il prend 3 mois de tournage. Alors, ça semble rien, il faut savoir que la majorité des films de Hong Kong à l'époque et jusqu'à la fin des années 2000, c'est entre 10 et 3 semaines de tournage max. Lui, il en est à 3 mois déjà. Donc là, ça fait beaucoup d'argent. Les producteurs ne sont pas forcément très contents. C'est un film qui est inspiré par deux films à nouveau. Je vous ai parlé de sa passion qu'il a pour le cinéma français et notamment il adore Melville. Et il veut rendre hommage à un de ses films en particulier depuis des années qui est Le Samouraï avec Alain Delon. Et il veut rendre aussi hommage en même temps à un autre film, mais qui sont à placer en parallèle. C'est très intéressant à nouveau de voir ces histoires un petit peu d'aller-retour entre le Japon, Hong Kong, l'Occident et Hong Kong, et après aussi le Hong Kong et l'Occident. Un film qui s'appelle An Outlaw, qui est réalisé par Teruo Oshii en 64, qui est un film avec Ken Takakura, donc qui joue le rôle d'un tueur à gages, mais qui ne tue que des personnes qui ne sont pas gentilles. Le problème, c'est qu'il va avoir un contrat qui l'amène à tuer quelqu'un qui était en fait gentil. Bon, je suis méchant quand je le résume comme ça, en fait, c'est beaucoup plus dramatique que ça. Et à partir de ce moment, Ken Takakura va essayer enfin, le personnage qu'il interprète va essayer de retrouver les commanditaires pour se venger, parce qu'ils l'ont fait dévier de son espèce de mission, une mission qui est quasi divine d'ailleurs. Donc il veut rendre hommage à ces deux films-là. Et The Killer, quand on le compare au Syndicat du Crime, c'est quelque chose de très différent esthétiquement. Il prend beaucoup plus de liberté en termes de mise en scène. Sur ce film-là, autant sur le Syndicat du Crime 1, il avait un petit peu le public en tête. Autant sur The Killer, il le dit ouvertement, il pensait ni au producteur, il pensait pas au public, il pensait juste à lui. Il voulait faire un film qui lui ressemble à 100%. Il a d'ailleurs dit à une époque, bien des années plus tard, que The Killer est un film parfait. Pour lui, ça a vraiment été l'apothéose de sa carrière, même si après il a tourné des films comme... C'était dans une interview qui avait été faite à la fin des années 90, donc il avait quand même tourné à toute épreuve, il avait commencé sa carrière américaine et tout, mais pour lui, The Killer, c'est vraiment le film qui symbolise absolument tout ce qu'il voulait passer à l'écran. Et notamment, une particularité de John Woo, c'est qu'il est protestant. Protestant dans une société
où cette confession est minoritaire. Et, et c'est quelque chose qui a profondément marqué aussi tout son cinéma. Et là, pour la première fois, alors oui, les conflits de bien et de mal sont quelque chose qui sont récurrents dans son cinéma, et justement, on peut le rapprocher de ses convictions religieuses. Mais il y a aussi un thème qui est très important, celui de la rédemption. Aussi, où même si, qui est typiquement chrétien, c'est même malgré si on se comporte mal, voilà, on peut se racheter à un moment ou à un autre. C'est quelque chose qui est beaucoup dans son cinéma et qui est là aussi dans The Killer. Et il y a une scène qui est éblouissante, une scène qui se déroule dans une église. Bon, je vous en dirai pas plus parce que vous le verrez tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de. C'est le premier film, je pense, où il met aussi beaucoup de liens religieux. Jusqu'à présent, enfin jusqu'alors en tout cas, il n'avait pas forcément beaucoup évoqué ce sujet. Là, sur ce film-là, il a envie de les laisser passer, ce qui est pas forcément facile dans la production hongkongaise, parce que même si Hong Kong est encore à l'époque sous domination anglaise, le catholicisme, le protestantisme ne sont pas des religions qui sont largement pratiquées. Donc parler de ça à un public pour qui c'est quelque chose de presque étranger, c'est une certaine prise de risque. Mais voilà, John Woo sur ce film-là s'en fiche totalement. Il n'est pas concerné par le public. Et effectivement, le film va bien fonctionner, hein, c'est clair, mais il ne rencontre ni le soutien public ni critique du syndicat du crime. Quand vous les mettez côte à côte, on comprend pourquoi. Le syndicat du crime, malgré tout, c'est un film qui est assez linéaire, qui n'ose peut-être pas autant qu'il aurait pu l'être, alors que The Killer, c'est tout d'un coup, on se retrouve face à un opéra de violence. C'est quelque chose de totalement novateur, c'est quelque chose de totalement incroyable, et c'est le premier film qui va permettre à John Woo de se faire connaître internationalement. Alors attention, quand je dis se faire connaître internationalement, ça reste vraiment dans l'underground. C'est-à-dire qu'il y a quelques chroniques à l'époque, en 1989, dans quelques revues, qui évoquent le passage du film lors du marché du film à Cannes. Et c'est très marrant parce que les années passant, alors il paraît qu'à l'époque, on était une dizaine de personnes dans la salle, puis plus le temps passe, et enfin, j'ai eu l'occasion de rencontrer, je sais pas, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient présentes à cette projection. Donc ça fait partie de ces moments de cinéma où apparemment il y avait personne dans la salle, mais finalement il y en a des milliers qui étaient présents. On ne sait pas, c'est très étrange. En tout cas, le film obtient quelques échos dans la presse. Je crois qu'il y a l'écran fantastique qui en parle dans son report, sans faire un long dossier dessus. Il y a Mad Movies qui en parle aussi, je crois que c'est Mark Toulet qui est un des premiers à en parler. Ils disent qu'il se passe quelque chose à Hong Kong. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, on n'a jamais vu ça au cinéma. Mais ça dépasse pas un petit milieu. Il y a un zine qui s'appelle Brutarian, qui est un zine, un fanzine américain qui sort en 1990, qui est un zine assez sur la contre-culture, qui est le premier, à ma connaissance, à faire 2 pages sur le film. Après, il va y avoir Naked Screaming Terror en 90 ou 91, qui était un petit format, pareil, qui parlait un petit peu de tous les films que la bonne presse cinématographique traditionnelle n'aimait pas évoquer, qui en parle. Et puis il y a Zen Trash Cinema aussi en 92 qui va arriver. Mais ça reste vraiment un phénomène underground. Mais voilà, on va être à partir de là, 89. Moi, je sais que les phrases que je lis dans les magazines me font tilter. Je deviens obsédé par le film, il faut que je le voie. Moi, en tout cas, de mon côté, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air d'être complètement fou. Le problème, c'est qu'il va nous falloir pas mal d'années avant de pouvoir avoir accès au film. Il n'y a pas d'internet à l'époque, il y a pas de. Même la VPC est très compliquée. Enfin, commander à Hong Kong au début des années 90, c'était pas possible du tout. Donc, heureusement, il va y avoir les Anglais qui vont l'éditer et on va pouvoir le découvrir en VHS quelques années plus tard. Et ça va être une véritable révélation. Moi, ça a changé à tout jamais mon ADN et je suis devenu complètement obsédé après par John Woo et par le cinéma hongkongais plus généralement. Et juste pour vous dire,
Le film va obtenir alors, on est un petit groupe, hein, en ce moment, mais pas seulement en France. Il y en a aussi en Italie, il y en a en Angleterre, il y en a aux États-Unis, mais c'est vraiment un tout petit milieu au milieu des années 90 qui commence un petit peu à fantasmer sur ce qui se passe à Hong Kong et sur John Woo. Il faudra attendre 98 pour que Criterion sorte le film dans sa collection. Je crois que c'était un double laserdisc. Et là, c'était une véritable reconnaissance. C'est à partir de là, en 98, qu'on a vraiment commencé, que la presse générale commence un petit peu à évoquer John Woo et ainsi de suite. Donc il faudra quand même pas mal d'années, presque une décennie après. Et en 89, cette même année, John Woo tourne un autre film à nouveau où il revient sur son passé, qui est un film qui s'appelle Just Heroes, qui est un film en hommage à son mentor, donc à Chang Che, parce que Shang-Chi, il a des vieux jours, il a une retraite difficile, hein, il n'a pas cotisé, enfin il n'y avait pas de cotisation pour les réalisateurs, il n'a pas beaucoup d'argent, il vit difficilement. Et il y a Wooma qui était donc un autre réalisateur de la Shaw Brothers, qui a été assistant réalisateur aussi de Shang-Chi. Et donc John Woo qui se réunissent et qui disent bon, il faut qu'on tourne un film et avec tous les bénéfices qu'on va faire avec ce film, on va pouvoir lui donner de l'argent et qu'il puisse mener une belle retraite. Et ils vont retrouver pour l'occasion pas mal de gens de la grande époque de la Shaw Brothers. Il va y avoir David Chiang, donc le beau gosse de la Shaw Brothers, une sorte de je déteste faire des comparaisons par rapport à ce qui se fait en Occident, mais voilà, c'est le jeune héros pur, le rebelle sans peur. C'est une très grande vedette de la fin des années 60 et début des années 70. Il y a Danny Lee aussi, donc Danny Lee qui a fait aussi ses classes à la Shaw Brothers et qui a joué aussi dans The Killer. Alors, j'ai pas fait toute la liste, mais il y en a beaucoup. Juste pour vous dire, il y a Shen Kwan-tai, qui est aussi une des figures phares du film martial hongkongais. Il y a Chi-Lung, évidemment. Il y a Lolier, il y a Ku Feng. Et il y a même, alors lui, c'est très amusant, il y a Stephen Chow. Alors, Stephen Chow, vous le connaissez peut-être, on l'a découvert beaucoup plus tard en Occident via Shaolin Soccer. Mais Stephen Shaw, là, il est sur cette phase, à la fin des années 80, où il se cherche encore un petit peu. Il sait pas trop, donc il fait quelques films de triade, notamment. Il n'a pas développé encore toute sa veine humoristique, mais il va pas tarder à devenir la plus grande star du cinéma hongkongais, même à tel point qu'il va largement supplanter plus tard John Woo, quelques années plus tard. Et le film, c'est à la fois un très bel hommage à une sorte d'âge d'or du cinéma hongkongais. En tout cas, une époque qui est totalement révolue, une époque de films un peu chevaleresques, même si le film se déroule dans un milieu mafieux. Mais c'est la façon qu'a eu John Woo de récupérer les grands thèmes du wuxiapian ou du cinéma martial chinois, ça a été de le retransposer dans un univers moderne de mafieux et de policiers. Pour lui, on retrouve un petit peu toujours les mêmes antagonismes, les mêmes figures. Et donc il le fait dans ce film qui est une histoire il y a un boss mafieux qui se fait tuer et donc il y a une guerre pour la succession et il faut aussi réussir à savoir qui est le responsable du meurtre et qui va devenir le nouveau boss. Est-ce que ce sera le bon triade ou est-ce que ce sera le mauvais triade? Parce qu'à Hong Kong, il y a quelque chose de très particulier aussi, c'est qu'on a une vision des mafieux où il y a des bonnes mafieux et des mauvaises mafias, pardon. Les triades, donc les mafieux hongkongais, ont, bravo, ont eu pendant des décennies pignon sur rue. Euh, Tout le monde dans la société hongkongaise connaissait un mafieux. Ça pouvait être très bien un voisin, ça pouvait être quelqu'un qui travaillait dans sa rue. Enfin, ils sont tellement importants dans la société hongkongaise que il n'est pas possible pour le Hongkongais moyen de dire je n'aime pas les mafieux sont tous méchants et tout ça. Donc il y a une espèce de schizophrénie générale qui se développe à Hong Kong et on réussit à établir qu'il y a des gentils mafieux et des méchants mafieux. Alors les gentils mafieux, c'est quoi? C'est ceux qui ne font pas de drogue et qui ne tuent pas. Le problème, c'est que quasiment tous les mafieux font de la drogue et tuent.
Donc, ceux mêmes qui sont impliqués dans les trafics de drogue, en tout cas souvent dans les triades, essayent d'éviter cet aspect-là. Enfin, les triades n'aiment pas qu'on salisse leur nom. J'espère qu'il n'y en a pas un pour moi, ça va mal finir pour moi. Donc on va arrêter ce sujet. Euh, donc après ce film, le film rapporte un petit peu d'argent qu'ils vont donc donner à Shang-Chi. Et qu'est-ce que va faire Shang-Chi avec cet argent? C'est assez incroyable. Il va pas le garder. Et il va le donner à une école de cinéma pour que des jeunes réalisateurs puissent tourner leurs propres films. Voilà, je trouve que c'est super beau comme truc, quoi. Après, bon, je crois il a quand même vécu dans des conditions assez rudes, le pauvre. Et en 1990, donc dans la foulée, John Woo va tourner un film qui est exceptionnel, mais encore très différent, qui est Une balle dans la tête. Et là, c'est vraiment donc, je vous parlais du conflit qui avait commencé à naître avec Choyark un peu de temps auparavant. Et tous les deux ont leur vision de la façon dont la série Le Syndicat du Crime doit se poursuivre. Alors, ils ont tous les deux une idée par rapport au Vietnam. Ils veulent créer ça comme une espèce de préquel à toute la série parce que bon, bah, ils peuvent pas continuer non plus avec le frère jumeau. Enfin là, ça devient un petit peu compliqué. Donc ils disent on va repartir avant, mais ils n'ont pas du tout les mêmes visions, ils n'ont pas du tout les mêmes ambitions. Et il y a un clash assez violent qui se déroule entre deux. Euh, Choyark, lui, va tourner donc le Syndicat du Crime 3. Et il va se débrouiller pour le tourner très rapidement afin de pouvoir coiffer au poteau John Woo qui arrive lui avec une balle dans la tête. Donc c'est assez sournois, hein. Là, il y a des tensions qui sont assez importantes entre les deux. Une balle dans la tête, concrètement, c'est la vision de ce que le Syndicat du Crime 3 aurait dû être pour John Woo. C'est un film, c'est un projet extrêmement ambitieux, c'est un projet extrêmement personnel qui ne trouve pas forcément son public à l'époque parce que c'est un film qui est extrêmement dur. Là, on n'est plus du tout dans les envolées lyriques de The Killer, c'est un film qui est beaucoup plus terre à terre, où on retrouve par contre toutes les grandes thématiques de John Woo, c'est-à-dire la loyauté, la trahison, l'amitié. C'est un... J'en avais pas parlé, mais le cinéma de John Woo, c'est un cinéma très masculin. Et il y avait un critique hongkongais qui, au milieu des années 80, d'ailleurs, faisait cette remarque, c'était Sek Kei, qui est un grand critique hongkongais, qui disait que le cinéma hongkongais, depuis le début des années 80, avait tendance à se féminiser. Alors, ce qui n'était pas une critique, hein, mais il disait juste qu'on avait un grand retour des actrices, qu'on avait beaucoup plus de films entre guillemets sensibles. Bon, c'était peut-être un petit peu sexiste de dire tout ça, mais pour lui, que le retour de ce cinéma masculin était quelque chose d'assez nouveau. Moi, je ferai une comparaison aussi avec le cinéma de Chang-Chi. Quand Chang-Chi arrive au milieu des années 60, c'est la grande époque des stars féminines dans le cinéma hongkongais. Et les acteurs sont un petit peu en second terrain. C'est vrai que c'est vraiment les grandes actrices. Enfin, elles sont... imaginez les grandes actrices de la grande époque à Hollywood. C'est la même chose à Hong Kong, mais peut-être encore en plus grand parce que la ville est toute petite. Et donc le glamour, les histoires d'amour, enfin, il y a tout ce qui se passe autour des stars féminines est amplifié à un niveau incroyable. Et Chang-Chi lui arrive avec des films notamment qui ne se concentrent plus sur des personnages féminins, mais sur des personnages masculins. Et ça, c'est quelque chose que John Woo va reprendre totalement. C'est vrai que son cinéma est très, très mâle, très masculin. Il a eu peu de rôles féminins importants, même si quand même dans The Killer, le personnage féminin est très loin d'être anecdotique, il est même crucial à l'histoire, même si dans À toute épreuve aussi, la fiancée de Chow Yun-fat tient un rôle important. Mais c'est un film, c'est vrai, qui est porté avant tout par des acteurs. Et c'est un film aussi qui rend hommage à tout un pan du cinéma américain, notamment le film de guerre du Vietnam. Alors on reconnaît dedans totalement, c'est le voyage au bout de l'enfer. Là, les références, elles sont explicites. Tout le déroulement du film, d'ailleurs, suit de manière assez relativement proche, Voyage au bout de l'enfer.
Et puis un autre film aussi, c'est Apocalypse Now, mais pour d'autres raisons. Ça, c'est John Woo qui lui dira, c'est que le film a été son Apocalypse Now, mais en termes de tournage. Alors vous savez, le tournage d'Apocalypse Now a été véritablement apocalyptique, ça a été quelque chose qui était complètement fou. Et pour John Woo, ça va être la même chose. Ça va être un tournage extrêmement difficile, très long, euh, qui va connaître des problèmes à la fois vis-à-vis de la production, qui va couper le film, vis-à-vis du tournage, parce que le tournage a pris énormément de temps, qu'il y a eu pas mal d'incidents durant le tournage, enfin d'incidents techniques, physiques, qui ont été assez dangereux, donc qui ont mis tout le monde un petit peu à cran. Et c'est un film qui évoque voilà, aussi un petit peu tout le grand rêve américain, des films comme The Outsiders. Euh, donc c'est une référence et c'est un clin d'œil à tout un autre pan de la culture, mais c'est un film qui parle avant tout de la rétrocession. Là, ce sont des amis hongkongais dans les années 60 qui partent au Vietnam parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire du trafic en pleine guerre du Vietnam et ils vont se retrouver dans une situation très critique. Et le Vietnam, ce qui va devenir quelque chose enfin, ce qui est déjà le cas depuis le début des années 80, le Vietnam sert souvent de métaphore pour la Chine populaire. On ne peut pas parler de Chine populaire dans le cinéma hongkongais. C'est vraiment un sujet, c'est un grand tabou. Pour différentes raisons, c'est notamment que toute l'eau potable de Hong Kong vient de Chine populaire. Et des fois, il y a certains films qui ont mis un petit peu en colère Pékin, et Pékin, pendant 1, 2 jours, coupe toutes les arrivées d'eau potable. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte d'une ville comme Hong Kong qui n'a plus d'eau potable pendant 2 jours, c'est l'enfer. Donc le gouvernement hongkongais, donc qui est sous sous les règles de l'Empire britannique, a pris l'habitude de ne pas froisser la Chine populaire et a coupé dans les films la moindre mention, la moindre critique liée à la Chine populaire. Donc, les cinéastes le savent, tout le monde le savent, ils connaissent les règles de base, même si, et ça c'est une autre histoire, mais toutes les règles en termes de censure qui sont imposées à Hong Kong, en fait, n'ont aucune base légale, et c'est ce qui va amener, quelques temps plus tard, la flashback à une autre conférence que j'avais fait ici il y a 3 ans sur la catégorie 3. Ça va amener à la création de la catégorie 3. Mais bref, les cinéastes savent qu'ils ne peuvent pas parler de Chine populaire, donc ils commencent à utiliser le Vietnam pour en faire. Il y a Han Hoi qui l'a fait déjà avec Bot People au début des années 80, et lui, il poursuit avec ce film parler de la rétrocession. Et on comprend là, déjà, on est en 1990, la rétrocession, elle est 7 ans plus tard, le niveau de tension a quand même sacrément monté. Il y a déjà pas mal de gens à Hong Kong, ceux qui en ont les moyens, qui sont partis. Il y a des réalisateurs, pas mal de réalisateurs qui sont en train de se poser la question, est-ce que je reste, est-ce que je pars, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde se pose beaucoup de questions, sauf que en 1989, il s'est passé quelque chose qui s'appelle le massacre de Tiananmen et qui ramène pour beaucoup de Hongkongais une certaine réalité de ce qui est véritablement la Chine, parce qu'avant 89, avant le massacre de juin 1989, il y en a beaucoup qui se disent oui, mais la Chine a changé, ils vont nous laisser nos libertés. Le problème, c'est quand on voit que Pékin massacre des centaines d'étudiants, on se dit que ça risque de pas être la fête quand ils vont arriver en 1997. Et donc lui, il parle de ce sujet dans Une balle dans la tête. Le montage original fait plus de 3 heures, ce qui est, pour l'industrie du cinéma hongkongais, c'est totalement impossible. C'est pas possible. Un film de 3 heures, qui que ce soit, ça ne sortira pas. Il réussit à être remonté pour arriver à 135 minutes. Donc il reste aucune trace, hein. Le fameux montage de 3 heures, on fantasme dessus depuis des décennies. Bon, apparemment, on ne le verra jamais. Il est remonté donc à 135 minutes. Mais le truc, c'est que justement que le Choyark est arrivé avec son syndicat du crime. Je crois qu'il est arrivé 2 semaines juste avant que John Woo puisse sortir Une balle dans la tête. Et tout le monde va voir le syndicat du crime 2 et pas Une balle dans la tête. Le film est un échec commercial. C'est assez dur pour John Woo. D'autant plus que c'est un film
très personnel. C'est vraiment une pure tragédie. Si vous voulez voir l'aspect le plus dramatique de son cinéma, qu'on perçoit très bien dans The Killer, qu'on perçoit aussi dans Toute épreuve, mais c'est ce film qu'il faut voir. C'est un film que je trouve bouleversant, d'une intensité vraiment assez incroyable. Je crois qu'il y a peu de films à ce niveau-là qui sont aussi déstabilisants, qui sont aussi prenants. Un film, ouais, incroyable. Et John Woo, lui, il va arriver un petit peu à la fin de son odyssée hongkongaise. Il pense depuis un petit moment quitter Hong Kong, comme l'ont fait beaucoup d'autres réalisateurs, comme l'ont fait Ringo Lam, comme va le faire aussi Choi Ark, même s'ils sont revenus après. Et il va tourner un ultime film en 1992 qui s'appelle À toute épreuve, Hardboiled, qui est un orgasme visuel pur. Voilà, si on a... J'ai presque pas de mots pour vous en parler, tellement va falloir, parce que je vais présenter le film dans 2 jours. Mais c'est un film... moi, c'est un film qui m'a rendu totalement fou. Mais totalement fou. Je peux pas vous dire à quel point, mais totalement fou. C'est un film qui prend 123 jours de tournage, donc énorme tournage. 123 jours, je vous rappelle, là, surtout au début des années 90, on est vraiment sur des 15 jours de tournage généralement pour la majorité des productions hongkongaises. Lui, il arrive là avec 123 jours. Compliqué. C'est un film aussi qui se relie à la fois à toute l'histoire du cinéma hongkongais depuis les années 60. On retrouve dans le casting et comme chorégraphe martial quelqu'un qui s'appelle Philippe Kwok, que vous connaissez peut-être parce qu'il avait été chorégraphe martial sur le Pacte des loups de Christophe Gans. Donc généralement ça dit plus quelque chose, mais c'était surtout l'un des Five Venoms au sein de la Shaw Brothers. Les Five Venoms, c'était un film qui était sorti dans les années 70, qui est devenu totalement culte aux États-Unis, que le Wu-Tang Clan vénère absolument, notamment. Et il prend donc Philippe Kwok comme chorégraphe sur ce film-là. Il l'utilise d'ailleurs comme acteur. C'est lui qui joue le rôle de Mad Dog. Quand vous verrez le film dans 2 jours, vous verrez. C'est un film étonnamment, je ne vais pas trop vous en parler aujourd'hui parce qu'il faut en garder un petit peu pendant 2 jours, mais c'est un film qui au box-office ne fonctionne pas aussi bien que ça, alors que c'est un film totalement éblouissant et il finit au box-office annuel de cette année-là. Je me suis replongé dans les annuaires du cinéma hongkongais de l'époque. Il finit 17e au box-office de l'année, donc ce qui n'est pas une terrible note quand même. Et sur les toute première place, qui c'est qui truste tout le box-office, c'est Stephen Chow et ses comédies. Stephen Chow, là, à partir du début des années 90, il est devenu une superstar, dans toute l'Asie d'ailleurs, et ses comédies font des cartons, mais incroyables. Et là, il n'y a personne qui peut le supplanter. Même si le syndicat du crime serait sorti à cette époque-là, il n'aurait pas réussi à faire un carton tel. Euh, pour John Woo, c'est la fin de sa vie à Hong Kong, en tout cas pendant un petit laps de temps. Il décide de partir aux États-Unis. Alors, il y a bien sûr la rétrocession qui arrive, qui est, il ne faut pas en douter une seconde, qui est un moteur très, très, très clair à sa motivation, mais il y a aussi une autre raison quand même, sa femme est de nationalité américaine et ses 2 enfants sont nés aux États-Unis aussi. Donc, bon, ceci explique cela. Il a un peu plus d'excuses pour quitter Hong Kong que d'autres cinéastes. Et ça fait moins... c'est vrai que certains des cinéastes qui partent à ce moment-là de Hong Kong, on les accuse de fuir, d'abandonner leur pays. Donc au moins John Woo, il peut dire non, non, mais attendez, moi j'ai mes enfants qui sont américains, donc ça passe mieux, comparé à d'autres. Euh, il va entamer sa carrière américaine, comme je l'ai dit. Je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus parce que pour moi, ça a été. Quand il a commencé sa carrière américaine, ça m'a fondu le cœur. Mais vraiment, hein, j'étais désespéré à l'époque, hein, vous ne pouvez pas imaginer. Il va faire en 93 Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme. Quand on passe de Chow Yun-Fat à Jean-Claude Van Damme, c'est quand même dur. J'adore Jean-Claude Van Damme, soyons clairs. J'aime beaucoup Bloodsport et tout ça. On n'est pas dans la même catégorie d'acteurs tout de même. En plus pour lui, ça tombe très mal, le tournage se passe très difficilement avec Jean-Claude Van Damme, qui, euh, qui connaît pourtant un petit peu le cinéma hongkongais, mais qui prend de haut John Woo. Pour lui, John Woo, c'est juste... voilà, Jean-Claude Van Damme, il est à Hollywood,
John Woo, c'est un réalisateur hongkongais, donc avec cette image un petit peu un réalisateur de seconde zone, donc c'est moi qui suis le patron à bord. John Woo, tu fais ce que je veux. Très compliqué pour John Woo qui n'a pas l'habitude du tout de ce genre de pratique. Très compliqué aussi parce que les tournages ne fonctionnent pas du tout de la même manière à Hong Kong et à Hollywood. À Hollywood, il faut savoir que ça, c'était des amis qui travaillaient là-bas, qui après être passés par le cinéma français. Quand le réalisateur veut que l'éclairage soit placé d'une certaine façon, il va pas voir le chef éclairagiste, il va voir le premier assistant, qui va voir le second assistant, qui va voir le troisième assistant, qui va voir le chef éclairagiste. C'est ultra hiérarchisé. Et ça, John Woo, c'est quelque chose, il n'a pas l'habitude, il veut quelque chose, il va voir le directeur photo, il va voir le chef éclairagiste, il va voir le chef cascadeur. Et en fait, toute cette hiérarchie est hyper pesante pour lui. Et ça fait qu'il ne s'épanouit pas du tout avec ce film, qui est en plus totalement incompris par la production, qui est une production américaine très classique. Quand il voit son film, il y a beaucoup plus de mélodrame dessus, il y a beaucoup plus de dialogue, il y a les phases stylistiques de John Woo. Alors ils sont complètement largués, ils ne comprennent pas du tout ce que John Woo veut faire. Ils coupent dedans, amplement. Ils refont totalement le montage. Et on se retrouve avec le film que vous connaissez. Bon, vous avez le droit de l'aimer, mais enfin, comparé à ce qu'il faisait avant Hong Kong, c'est quand même très dur. Et il va enchaîner avec plusieurs films. Il va y avoir Broken Arrow aussi, qui va être un tournage compliqué. Avec Volte-Face en 97, Face Off, il va réussir peut-être pour la première fois à faire un film un peu plus personnel. Déjà, il va réussir à... Alors tous ces films, généralement, il travaillait à l'époque Hong Kong, il travaillait souvent sur ses propres scénarios, ou en tout cas, il travaillait avec des histoires sur lesquelles il avait partiellement conçu. Aux États-Unis, c'est pas du tout le cas. On lui propose des sujets. Et Volte-Face, c'est un sujet qu'on lui propose depuis plusieurs années, mais c'est un film de science-fiction. Lui, la science-fiction, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais cette idée, justement, de rédemption, de personnages qui cherchent à changer de vie, c'est quelque chose qui l'interpelle. Donc, il réussit à motiver la production, à changer complètement la dynamique du film qui se passait à la base en 2600 quelque chose, pour en faire un film actuel avec John Travolta et puis Nicolas Cage. Et Nicolas Cage, c'était un acteur avec lequel il voulait travailler depuis longtemps. Là aussi, c'est quand même pas du même niveau que Chow Fat, mais ceci est totalement personnel. Et on va dire que c'est probablement sa réussite, le film le plus personnel, le plus dans la lignée de ce qu'il avait réussi à faire à Hong Kong auparavant, qu'il va réussir à tourner. Après, il va y avoir d'autres films comme Radcliffe et tout ça. Je vous avoue, j'ai arrêté au bout d'un moment, donc ça peut sembler con. Il vient faire une conférence ici sur John Woo, mais il n'a pas vu toute sa carrière. Non, c'est vrai, tout ce qui s'est passé après Hong Kong, à Hollywood, faut-il en parler? J'aime beaucoup Omar Sy, je trouvais que l'idée était intéressante, parce qu'Omar Sy est un acteur, mais non, c'est pas possible, je suis désolé. L'idée même de faire un remake d'un film comme The Killer est aberrante. C'est comme si vous dites le cuirassé Potemkin. Tiens, si je faisais un remake. Non, on fait pas de remake du cuirassé Potemkin. On fait pas un remake de The Killer, c'est pas possible. Comme on fait pas un remake de Massacre à la tronçonneuse. Je crois que ça a été fait pourtant. Bon. Talker, c'était bien. Tu l'as vu, Julien, vraiment. Mean Talker, c'était pas mal. C'était pas mal. Voilà. C'était pas mal. Mais voilà. Quand on recompare par rapport à ce qu'il faisait à Hong Kong, on est quand même à des années-lumière. Je pense aussi la lourdeur du monde cinématographique hollywoodien ne lui permet pas de s'exprimer. Et sa propre sensibilité n'est pas du tout soluble avec Hollywood. Euh, Juste pour revenir un petit peu en arrière, lorsque The Killer sort au cinéma, je crois en France en tout cas au milieu des années 90, c'est un moment très difficile de le voir en salle. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais les peu de spectateurs qui sont présents sont hilars du début jusqu'à la fin. C'est très 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 dur de supporter des projections comme ça. Il faut savoir que John Woo, c'est la grosse gaudriole. On va voir une espèce de comédie, c'est complètement fandard, c'est rigolo, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas du tout. C'est un super beau mélodrame qui est magnifiquement mis en scène.
Mais on a encore un petit peu cette vision en Europe, et qui perdure encore actuellement, que tout ce qui se fait en Asie, c'est un petit peu rigolo quand même. Je me souviens je sais pas si vous connaissez Perfect Blue de Satoshi Kon, qui est un dessin animé qui n'a absolument rien de rigolo. C'est un drame, c'est un film qui parle de viol, qui parle enfin, de beaucoup de sujets qui sont extrêmement durs. Première fois que je le vois au Festival du film de Deauville, la salle est hilar. Parce que c'est un dessin animé, donc c'est un dessin animé japonais, donc ça veut dire c'est Dragon Ball, c'est on rigole. Je suis tétanisé devant autant de bêtises. Et le problème, c'est le cinéma de genou reste incompris pendant très longtemps par la critique en Occident. La critique mainstream, petit à petit, vers début des années 2000, va commencer à dire, parce qu'ils sentent quand même qu'ils ont un gros train de retard par rapport à la réalité des choses, que oui, son cinéma a quand même quelque chose à apporter, mais c'est vraiment à partir du moment qu'il y a des gens comme Tarantino, qu'il y a comme les frères Wachowski et tout ça, qui vont revendiquer John Woo comme influence majeure, que là, toute la critique se met vraiment à réévaluer son travail. Euh, c'est marrant quand Matrix est sorti, il y a certaines critiques donc, qui sentent hein, quand même, comme ils savent qu'il y a Yuen Woo-ping qui a travaillé dessus, donc Yuen Woo-ping c'est hongkongais, donc oui, il y en a qui comprennent, bon c'est un hommage au cinéma hongkongais, mais beaucoup n'ont pas du tout les références, ils n'ont pas les références à John Woo ni rien. Il y a même des critiques qui disent que les frères Wachowski ont révolutionné, ils font des trucs, on n'a jamais vu ça au cinéma. Waouh, c'est dur de lire ça à l'époque quand même. Mais la référence de John Woo arrive souvent via des critiques qui ont entendu dire qu'ils avaient été influencés par John Woo, mais qui n'avaient pas vu les films de John Woo. Et il y a juste une petite minorité de critiques qui ont vu les films de John Woo et qui sont capables de mettre tout ça en perspective par rapport à son travail. Donc là, le chemin de la reconnaissance a été quand même encore assez long. Malgré tout, un ami m'a parlé d'une projection il y a ça pas très longtemps en France de The Killer, où il s'est retrouvé encore, parce que le film a été remasterisé et ressort, où il s'est retrouvé dans une salle où il y avait pas mal de gens qui étaient totalement hilars devant le film. Bon, j'espère que ce ne sera pas le cas ce soir. En tout cas, juste pour prévenir, C'est Fred euh, Ambroisine, non? c'est Fred, ouais. Ouais. Ouais, il y a eu la même chose hier et avant-hier. Ah bon? Ouais, tu vois la scène dans le syndicat du crime 2, qui est magnifique, la cabine téléphonique, Leslie Chung qui parle à sa femme comme ça. Ouais. Ouais, j'avais les larmes, il y avait des gens qui rigolaient. Moi, je vous préviens, je suis armé ce soir. Voilà. D'accord? Moi, je vais faire un vrai à toute épreuve ce soir. Donc, si vous rigolez, non, ça va pas passer. Non. Ce qu'il faut comprendre, c'est comme. Je mettrai en perspective un petit peu le cinéma indien et le cinéma hongkongais. Il y a une totale incompréhension encore maintenant pour le cinéma indien. Le cinéma, enfin ce qu'on appelle Bollywood, où oh c'est rigolo, ça danse dans tous les sens, ah, ils ont des couleurs vives, ah, ils en font dans tous les. Non, non, c'est un film, c'est un cinéma qui est aussi extrêmement sérieux, c'est juste des codes auxquels nous ne sommes pas habitués. Moi, je me suis désintoxiqué pendant, mais vraiment, j'ai peut-être fait 2 décennies sans voir de films hollywoodiens. Quand je suis revenu au cinéma hollywoodien, les films qu'on disait, Tain, ça c'est un chef-d'œuvre, je voyais les sorties, je fais, mais c'est aberrant de nullité. Il faut vraiment aussi réussir à comprendre qu'il y a d'autres sensibilités, qu'il y a d'autres écoles cinématographiques, même si c'est très intéressant parce que John Woo, lui, revendique, il est un petit peu comme ça entre différents courants. Il est entre le cinéma hongkongais, le cinéma européen, le cinéma américain, mais il a une sensibilité, une façon de tourner qui lui sont absolument propres et qui est difficile, même des fois à Hong Kong, hein, il le disait lui-même, The Killer a été un film qui a été difficilement reçu à l'époque lors de sa sortie. Mais ce sont des films qui sont tellement purs qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. On prend ça, en fait, la pureté des films de John Woo. Ce qui peut nous sembler un petit peu too much, en fait, c'est juste sa vision de ce qu'est le monde, des conflits qu'il existe entre les personnes, entre le bien, le mal. Ce sont des films qui sont profondément mélodramatiques, mais qui fonctionnent sur d'autres schémas qu'on a l'habitude, nous, de voir dans le mélodrame, notamment le mélodrame américain, par exemple. C'est-à-dire que des scènes qui sont dramatiques, à Hollywood, qu'est-ce qui va se passer? Violon.
trouvez-moi une scène où il n'y a pas une sortie de violon quand c'est vraiment un moment où on pleure, c'est ça. John Woo, il va pas utiliser les mêmes figures de style. Ça va être dramatique, mais sans qu'on sorte les violons, justement. Et ça, c'est quelque chose qui peut perturber le public, qui n'a pas l'habitude de voir une scène dramatique sans violon. Donc, c'est dramatique sans violon, ça veut dire que c'est comique. Non, c'est juste que c'est dramatique, mais c'est amené d'une autre façon. Eh ben, je vais arrêter là. En même temps, on a fait le tour de la question. Je vous invite vraiment à venir voir The Killer, là-bas, tout de suite maintenant. Même si vous n'avez pas mangé, même si vous n'avez pas bu, il faut le voir sur grand écran. Et même moi, j'ai pas mangé, je préfère ne pas manger et pouvoir le revoir sur grand écran. C'est un film tellement beau, tellement... C'est de l'action, c'est un film d'action, on est d'accord. Mais vous me demandez quel est les films les plus beaux qui ont été créés au cinéma, je vous cite The Killer obligatoirement. Il y aura peut-être après Love Story dans un autre genre, allez, soyons gentils, non mais quelque chose, c'est un film qui est beau. C'est un film qui est authentique, qui est sincère dans toutes ses émotions, dans tout ce qu'il essaie de faire passer. Et c'est tellement rare d'avoir ça au cinéma. En particulier quand on voit par exemple le cinéma de Tarantino qui est très second degré. On fait des clins d'œil, tiens, ça vient de ce film-là. On a perdu cette habitude de films sincères. Et The Killer, vous ne trouverez pas de film plus sincère et plus authentique. Peut-être à toute épreuve. Que je vous conseille de venir voir aussi samedi soir. À toute épreuve, c'est... Vous voulez une métaphore cinématographique de ce qu'est un orgasme, allez voir à toute épreuve. C'est ça. Il n'y a pas de meilleur exemple. Voilà.